derrière, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je demandais si j'avais couché pour réussir, tu vois, genre ce genre de truc-là. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui ont en moyenne entre 35 et 65 ans à reconnecter avec leur corps, prendre soin d'elles. En général, ce qui est marrant, c'est que les gens qui viennent à moi, ils ont déjà essayé plein de trucs. Et je suis un peu souvent la dernière chance, tu vois, genre. Après, ça va pas me faire mal dans le sens où je vais pas remettre en question qui je suis. Genre, j'ai suffisamment de confiance en moi pour me dire, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais la qualité de mes accompagnements. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Alexa, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu m'entends bien? Nickel. T'as une magnifique qualité d'image. Si jamais ça lag un peu, tu me dis et je couperai ma cam parce que la connexion est pas ouf chez moi là. Ok. Donc si jamais ça bug, tu me dis. Ok, bah pareil. Si jamais, j'ai pas encore fait enfin, j'ai fait un call vite fait hier. Ici, le Wi-Fi était ok. Et là, on est deux sur le Wi-Fi, donc tu me dis si jamais il y a des bugs. Ça roule. T'es où là du coup en ce moment? Tenerife, t'avais la Spartan hier. Ah oui, mais ah oui, c'était à Tenerife, c'est vrai. J'allais te Ouais. poser la question d'ailleurs pour commencer. Comment ça s'est passé la course? Franchement bien. Gros kiff. Parce que bah voilà, j'étais pas préparée forcément comme j'aurais aimé optimiser le truc. Mais j'ai bien kiffé la partie course. Au final, la hanche, elle m'a embêtée qu'à la fin, donc ça m'a pas du tout, tu vois, empêché de. Enfin, tu vois, j'ai pas eu besoin de ralentir ou quoi. C'était vraiment sur la fin. Et non, c'était vraiment un kiff de refaire une course. Ça faisait presque 3 ans au final. Donc trop bien. Et ouais, ça me motive pour en refaire. Cool, cool. T'es là-bas pour combien de temps là? Et là, je reste à Tenerife jusqu'à mercredi. Ouais. Tu retournes à Paris après ou Lisbonne d'abord. Lisbonne Et d'abord? Ok. ensuite, Paris, j'y retourne en décembre. Ça marche, parfait. Bon, du coup, moi, il n'y a pas d'intro sur le podcast, il y a pas de blabla d'introduction. On part direct dans le vif du sujet. Je vais pas te demander de te présenter, parce que je trouve que c'est chiant comme question, et puis les gens qui t'écoutent, ils te connaissent déjà. Je vais te demander, pour commencer, Alexia, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Toi en particulier, quel est ton moteur? Les expériences. Les expériences, les rencontres. Euh, ouais, clairement, sans hésitation. Quelles expériences incroyables ont forgé un petit peu ton parcours de vie? Ben, moi, je te connais, je sais que tu as fait beaucoup de choses différentes. Enfin, du moins, le parcours a été très, très intéressant et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui en particulier. Si vous pouvez nous retracer un petit peu les moments clés pour voir un petit peu la chronologie de tout ça. Je sais que c'est pas facile hein, comme question. Et tu peux parler pendant une demi-heure si tu veux, il y a pas de problème. Écoute, je vais essayer de faire concis et puis tu viendras me rechercher sur ce qui t'intéresse le plus. Moment clé, je pense 6 ans quand j'ai commencé l'équitation. Premier sport, premier contact avec l'activité sportive, on va dire. Ensuite, 18 ans quand je pars à la fac de sport, clairement. Et puis après, 20 ans quand je décide de créer mon activité pour me mettre à mon compte. Et 25 quand je décide de changer de vie et de partir aux États-Unis. Euh, et puis, ouais, je pense que c'est surtout ça, ouais, les grandes clés. Et quel âge t'as aujourd'hui, Alexia? 33. 33 ans, ok. Si tu pouvais nous décrire rapidement en quoi consiste ton travail, vraiment ce que tu proposes aujourd'hui, si tu pouvais nous faire le pitch Ce de que ce je que fais c'est. aujourd'hui? Aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui ont en moyenne entre 35 et 65 ans
à reconnecter avec leur corps, prendre soin d'elles. En général, ce qui est marrant, c'est que les gens qui viennent à moi, ils ont déjà essayé plein de trucs. Je suis un peu souvent la dernière chance, tu vois, genre, c'est bon, j'ai essayé les trucs hyper agressifs, le sport à fond, j'ai essayé les régimes. En fait, il n'y a plus rien qui marche, mon métabolisme, il répond plus de rien, je ne sais plus quoi faire et je suis désespérée, donc Alexia, aide-moi. Et en fait, je mets en place un accompagnement holistique qui allie à la fois l'activité physique, mais avec beaucoup de bienveillance et au sens large, vraiment des sports, du sport bien-être, on va dire, du sport santé. Une alimentation qui est basée sur la connaissance des besoins du corps, en fait, donc les éduquer sur tout ce qui est macro, micro, de quoi leur corps a vraiment besoin, de quoi elles ont besoin de se nourrir pour que le corps fonctionne bien et que le métabolisme reparte. Et puis tout un travail aussi sur le mental, donc mindset, tout ce qui est estime de soi pour essayer de comprendre éventuellement des schémas d'auto-sabotage, des schémas où je me rabaisse, où je me sens pas capable et où au final je me dis que bah, être bien dans mon corps, bien dans ma tête, c'est pas pour moi, donc je vais pas y aller ou je vais saboter un peu. Et donc j'essaye de leur faire prendre conscience de tout ça et de les faire travailler. J'ai l'impression plutôt d'utiliser le sport et la nutrition comme des outils pour les faire venir à moi. Et ensuite, moi, je vais faire tout mon petit travail de cheminement. Je vais essayer d'aller un peu les bousculer, les amener à se remettre leur lifestyle en question pour qu'ensuite elles puissent arriver à prendre soin d'elles, à prendre conscience qu'elles sont la personne la plus importante pour elles et que c'est hyper important au final de se remettre au centre de ça et que c'est pas être égoïste que de décider de s'occuper de soi et d'être en bonne santé, quoi. C'est une belle phrase, ça. Je suis totalement d'accord, évidemment. Aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que penser à soi, c'est pas bien, mais si tu penses pas à toi déjà de base pour aider les autres et faire avancer le truc à ta manière, c'est pas forcément simple. Donc, c'est une prise de conscience qui est super importante. Comment tu as fait pour passer aujourd'hui à utiliser des outils digitaux et du coup pouvoir toucher plus de personnes par rapport à ce que tu as fait quand tu as commencé, où tu faisais du coaching, voilà, moi je le sais, mais c'est pour Mhm. recontextualiser un petit peu, one-one avec des gens, bon, tu avais des petits groupes aussi, mais c'était vraiment du physique. Comment tu as digitalisé les choses? Est-ce que c'était un tournant qui s'est pris naturellement? Ou est-ce que c'est un truc que tu t'es dit, bah, vas-y, il faut absolument que je le fasse pour toucher plus de personnes? Ou voilà, comment ça s'est passé? Donc moi, pour recontextualiser un peu, donc bah, comme je disais tout à l'heure, je me suis mise à mon compte à 20 ans. Donc entre ma deuxième et troisième année de licence, en fait, j'étais demandé mon DUG, qui n'était plus donné d'ailleurs à l'époque en STAPS. J'étais le demandé pour pouvoir en fait aller au ministère Jeunesse et Sport, avoir une carte professionnelle qui m'a permis derrière d'ouvrir mon statut auto-entrepreneur. Et c'était il y a du coup 13 ans. Et en fait, j'ai vraiment voulu tout de suite faire du personnalisé. Quand je suis allée à la fac, j'étais passionnée par le fonctionnement du corps humain, la physio, la neuro, la nat et tout. J'avais vraiment envie de comprendre, mais très vite, j'ai réalisé que chaque personne est tellement différente. Tu peux pas faire du... Enfin, c'est très compliqué de faire du global, en fait. Et donc, j'étais hyper intéressée par le côté personnalisé et j'ai commencé tout de suite à finalement chercher des clients individuels et à aller à domicile. J'aimais trop le côté, genre, je vais chez eux, je rentre dans leur intimité. Au fur et à mesure des mois, des années, je deviens un peu une membre de la famille. Elle se confie vachement à moi. Il y a toute la partie psychologique que j'adore parce qu'il y avait vraiment ce côté où, en fait, je suis pas une membre de la famille, mais je les connais super intimement. D'un côté, je les juge pas. Au final, du jour au lendemain, si je les saoule ou si elles en ont marre, elles peuvent arrêter avec moi. Donc, en fait, on arrivait à créer cette relation où finalement, je devenais quelqu'un de très, très important dans leur vie, mais sans pression, sans jugement, sans rien. Et j'ai fait ça du coup pendant 4 ans en France. Ensuite, bah, du coup, je suis partie aux États-Unis et j'ai continué de faire ça aux États-Unis pendant du coup 6 ans. Et, euh, et je pense que là, il y avait une partie de moi où je commençais à être prête à me dire, OK, j'ai envie d'autre chose, mais plus parce que j'avais besoin de me challenger et que j'étais vraiment du coup rentrée dans une routine pendant les 4 ans en France, je me suis challengée sur l'apprentissage parce que chaque personne étant différente. C'est là où je me suis formée de ouf, bah, avec des kinés, avec des nutritionnistes, avec tu vois, des sages-femmes, etc. Pour vraiment, vu que je travaille avec des femmes, essayer de comprendre comment le corps humain fonctionne, comment je peux les aider au mieux, même en termes de mindset et tout. Donc, je me suis gavée en formation à ce moment-là. Et après, quand je suis arrivée aux États-Unis, bah, j'avais le challenge de recréer tout ça en anglais. Et donc, du coup, j'étais hyper challengée. Et puis, dire, OK, c'est
c'est aussi notre culture, etc. Donc, ça m'a challengé bien pendant 4 ans aussi. Et les 2 dernières années, j'étais un peu là, genre, OK, je kiffe mon job, c'est génial. Mais vu que j'ai pas vraiment de turnover dans ma clientèle, au final, les clients, vu qu'ils sont contents, ils restent. Du coup, moi, j'étais un peu en train de me dire, c'est quoi mon challenge à moi, le next step? Et j'ai commencé à regarder pour appliquer, tu vois, des jobs. Vu que j'étais dans la Silicon Valley, je suis complètement fan de, tu vois, de Steve Jobs, Apple et tout. Je me dis, bah tiens, peut-être que je pourrais essayer de travailler sur l'Apple Watch, sur la partie fitness. Enfin, tu vois, je commençais un peu à chercher, OK, ça va être quoi le prochain challenge? J'avais même pris une coach professionnelle pour faire le point sur mes compétences, etc. Tu vois, je commençais un peu à cogiter là-dessus. Et puis Covid, quoi. Donc, fermeture de tout. Moi, du coup, je peux plus aller bosser chez mes clients, je peux plus me rendre à domicile. Et là, en fait, pour moi, genre, trop bien, gros kiff parce que je me retrouve finalement à me dire, ok, j'ai plein de temps et il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre à faire. Et donc, je me suis gavée en formation social media, digital marketing, comment monter sa formation en ligne. Et en fait, je me suis dit, ça fait 10 ans que je bosse avec des gens en one-on-one, donc j'ai vu des centaines de profils, des centaines de cas différents. Et en fait, il y a toujours des points communs. Il y a toujours des choses que je dois redire. Il y a toujours des choses où c'est la base. Et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse des programmes avec ça. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai créé les premiers programmes et que je me suis digitalisée. Donc, je me suis intéressée à comment fonctionne Instagram sur la partie professionnelle, comment je peux créer une plateforme en ligne, etc. Et en gros, en 4 mois, j'ai pondu un programme et une plateforme en ligne qui fonctionnait. Et puis en parallèle, je me suis activée sur les réseaux sociaux et ça a vachement bien pris. Alors forcément, tout le monde était plus intéressé par ce qui se passait en ligne. Et puis, j'avais plein de choses à offrir, en fait. J'avais plein de choses à donner. Et je pense que le fait que pendant 10 ans, j'ai eu le contact à domicile de l'individuel, je sais quels mots utiliser, je sais comment leur parler, je sais comment les impacter. Disons que la personne type que j'aide, je sais comment aller la chercher. Et parce qu'en fait, je la connais tellement bien. Enfin, voilà, j'ai été dans son intimité finalement pendant des années. Et donc ça a plutôt bien pris. Et j'ai eu de la chance aussi. Mais c'est vrai que très vite, en fait, les personnes, en tout cas, qui sont venues à moi, étaient touchées par mon discours et se sont dit, OK, genre, elle nous comprend bien. Elle sait exactement ce dont on a besoin. Et donc c'est comme ça qu'en gros, l'aventure en ligne, elle a commencé, quoi. J'ai plein de questions qui me viennent. Pareil, pour remettre un peu de contexte et pour surtout inspirer et motiver les gens qui nous écoutent à se dire que c'est possible de le faire. Qu'on ait une idée. Aujourd'hui, je sais pas combien tu as d'abonnés sur Insta, mais tu dois avoir dans les 150, un truc comme ça, 150 000. 113, je crois, ouais. Ouais, c'est 110, bon. Je 113. je t'ai vu un peu trop. Disons, allez, autour de 120. Si on reprend à l'époque du premier confinement, combien tu avais d'abonnés? Est-ce que tu touchais beaucoup de gens déjà sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux ou pas du tout? Non, pas du tout. J'avais 3000 abonnés, c'était mes potes, quoi. Toi, les Mhm. connaissances que j'avais fait au fur et à mesure des années. Enfin, tu vois, les gens que tu croises sur les formations, que tu croises sur les compétitions, etc. Donc au final, puis pote de potes, tu vois, parce que vu que j'étais expat, forcément, tu vois, les copines en soirée qui parlent de toi parce que tu vis aux États-Unis et que voilà, des fois ça peut inspirer, faire un peu rêver les gens. Et donc, mais enfin, ouais, 3000 abonnés à tout casser en février 2020, ouais, jour du confinement, je pense. Ok, du coup, tu me dis, tu commences à te former en marketing, en images sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut connaître et qui est très intéressant, hein, voilà, sur comment gérer son image et comment toucher plus de personnes. Est-ce qu'il y a un boom à un moment? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait exploser en termes de personnes touchées? Et est-ce que ça se corrèle à ton business? Parce que des fois, il y a des gens qui ont plein d'abonnés, tu vois, ils ont vraiment à balle d'abonnés. Au final, ils vendent rien du tout. Je sais que toi, c'est pas ton cas, au contraire. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un switch? Est-ce que vraiment ce que tu as mis en place, est-ce que tu as appris via les formations, t'a aidé ou je sais pas, comment tu as fait? Alors, du coup, la première formation que je fais, je pense, honnêtement, mars 2020, enfin direct après le confinement sur Insta, je voulais juste comprendre, genre, c'est quoi finalement l'outil Instagram pour les pros? Parce que, enfin, tu vois, moi, je postais mes photos de vacances, photos de compète et basta, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de comprendre c'est quoi les dessous, comment les gens utilisent ça vraiment d'une façon pro.
Donc j'ai fait une formation, mais enfin, tu vois, c'était, je sais pas, un truc de 10 heures gratos que j'ai chopé, tu vois, sur une plateforme de formation, vraiment un truc très, très léger, mais qui m'a permis juste de me mettre en mindset de genre, waouh, genre, il y a vraiment un outil de enfin, business de malade et je me suis sentie mais tellement naïve, genre vraiment de me dire: «Ah OK, donc en fait, il y a vraiment derrière, c'est vraiment une machine à pour vendre, en fait, ce qu'ils ont créé» et donc j'étais hyper, surprise et après, voilà, le fait juste de mieux comprendre comment ça fonctionne et après j'ai essayé plein de choses différentes. J'ai surtout essayé d'essayer de comprendre comment moi je pouvais le plus aider les gens, en fait, de quoi ils avaient besoin, de voir qu'est-ce qui existait déjà sur les réseaux sociaux, parce que j'avais pas du tout envie tu vois, d'apporter quelque chose qu'elles pouvaient trouver ailleurs. J'ai vraiment envie de me démarquer tout de suite et de me dire: «OK, je vais le faire à ma manière» parce que quelque chose qui m'avait empêché pendant des années de développer mon Insta, c'était, bah, peur du jugement, peur de qu'on me tombe dessus, qu'il y ait, tu vois, d'autres professionnels de la santé, parce que après les gens qui connaissent pas, je m'en fous, mais tu vois, j'avais trop peur que j'ai des confrères, que ce soit en kiné, en prépa enfin mes potes préparateurs physiques et tout ça, avec qui j'étais en formation, qui me disent: «Non Alex, tu dis de la merde, machin». Parce que c'est vrai qu'au final, tu peux dire un truc et qui va être applicable et pour certaines personnes et en fait, bah, c'est clair que dans d'autres cas, donc j'y suis c'est pas vrai. Donc j'y suis vraiment allée un peu sur des pincettes au début, peur qu'on me tombe dessus et tout et puis petit à petit, je me suis dit: «Bah, non, mais en fait Alex, genre, fais-le à ta manière, comment toi tu parles avec ta communauté, avec tes clients, avec tes gens qui, tu vois, qui t'entourent et cetera». J'avais tellement de copines qui me posaient tout le temps des questions: «Alex, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Faut que je fasse quoi comme exercice? J'ai pris du poids après ma grossesse et cetera, qu'est-ce que je peux faire?» Et je me suis dit: «En fait, non, il faut juste vraiment que je fasse mon Insta comme si je parlais à mes potes». Et après en demandant, bah, aux gens qui me suivent de quoi vous avez besoin et est-ce que je peux les aider ou pas dessus et tout le temps, en fait, dans mon discours de dire: «C'est ce que moi je pense, c'est mon expérience par rapport, en fait, finalement, à tout ce que j'ai testé, tout ce que je me suis formée, tout ce que j'ai vu. Je vais te conseiller ça. Maintenant, peut-être ça a marché sur toi, peut-être ça a pas marché parce qu'en fait, tous des métabolismes et des corps différents». Donc j'essaie vraiment d'y aller un peu sur les pincettes comme ça, pour prendre confiance en moi et puis petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas trop de haters, qu'on me tombait pas trop dessus. Je faisais aussi attention à pas partager trop de trucs perso parce que, bah, je reste quand même quelqu'un de très vulnérable et je pense que c'est une qualité finalement de, tu vois, de dire les choses comme elles sont et comme je les sens et de pas me cacher derrière, une image ou de pas me blinder, que quand ça va pas, je le dis aussi et donc j'y suis allée tranquillement. En fait, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance dans ma communauté et ça m'a encouragée à continuer. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de ouais, qui m'a vraiment encouragée de me dire: «OK, finalement, j'avais un peu peur, mais c'est OK». Et puis, bah, c'est vrai qu'après, bah, vu que les gens, je pense, aimaient bien ma personnalité, voyaient que c'était calé, que c'était pro, qu'au final, bah, je savais aussi un peu de quoi je parlais et que quand je savais pas, bah, je leur disais: «Écoutez, genre là, vous me posez une question, c'est pas de mon domaine de compétence, je sais pas, allez voir un autre professionnel que moi sur ce truc-là, en fait». Et donc je pense que ça a donné vachement confiance aux gens de se dire: «Bah, en fait, quand elle propose un truc, c'est pro» et puis bon, après les résultats aussi des premières personnes qui sont rentrées dans ma communauté et qui ont partagé, à quel point finalement elles se sentaient mieux et à quel point ça fonctionnait sur elles. Et après pour répondre à ta question, donc ça, c'est comme ça que voilà, ça s'est développé. Pour donner une idée, j'ai reach les 10 000 followers en décembre. Donc j'ai commencé, tu vois, février, mars, avril vraiment à poster et décembre, j'étais à 10 000, décembre 2020. Et ensuite, ça a continué d'augmenter progressivement. Tu vois, c'était assez fluide sur le «gain» entre guillemets de followers. Taux de conversion finalement client était assez cohérent aussi, enfin voilà. Et en fait, il y a eu un gros, gros boom mai, heu, en mai 2021 où Ouais, donc là, un en an fait après, quoi. ouais, mais j'ai du mal encore à l'expliquer ce truc-là parce que au final, je pense qu'à partir de, tu vois, genre décembre, en 6 mois, j'ai un peu compris qu'est-ce que les gens aimaient dans ce que je faisais et donc j'avais un peu, tu vois, ma planification de: «OK, je vais poster à telle fréquence, tel contenu parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens ils kiffent». Au final, bah, moi, ça me prenait quand même énormément de temps. C'est un business Insta, enfin, tu le sais, hein. La création de contenu et cetera, ça prend quand même énormément de temps et donc je voulais pas non plus que ça prenne tout mon temps parce que je voulais garder du temps aussi, bah, pour les gens qui sont dans mes programmes, pour le coup. Donc j'avais trouvé un bon rythme OK, genre j'accorde tel temps à Insta, et je crée du contenu de qualité, des choses qui peuvent aider les gens sans que ce soit too much non plus, par rapport à mon temps de travail. Donc j'ai commencé comme ça et du coup en mai, il y a un post qui passe dans l'algorithme et qui fait 3,7 millions de vues. Un post
qui est pas plus exceptionnel qu'un autre, enfin, qui est dans la cohérence de ce que je faisais avant, en fait. Il y avait rien de plus, pas de hashtag en plus. Enfin, tout le monde m'a demandé, mais c'est quoi ce post? Et quand tu vas le voir, au final, bah non, enfin, c'est un post qui est comme les autres, au final. Et donc, ouais, ça m'a ramené 40 000 followers en 72 heures, quoi. Donc, ça a été un peu panique à bord. J'étais en plein lancement de mon programme Abdo Périnée. Et on a fermé les inscriptions parce qu'en fait, bah, les gens qui rentraient, c'est des gens qui, derrière, vu que j'étais en train de parler de ce programme-là, étaient, bah oui, carrément, ça me parle. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce boom-là. Et finalement, je m'étais dit, bah, déjà, j'avais trop peur qu'on me ferme mon compte Instagram. Je me suis dit, ils vont me fermer mon compte Instagram, c'est pas possible, il y a trop de monde qui arrive d'un coup. J'avais l'impression que c'était un scam, je me suis dit, c'est pas possible. Après, je me suis dit, non, mais en fait, les gens, ils vont pas rester, ça doit être des faux comptes, donc ils vont partir. Enfin, j'en sais rien, tu sais, je me préparais à tout. En fait, non, d'une, c'était des vrais gens. De deux, je les ai récupérés, enfin, pas tous, mais j'en ai récupéré quand même dans mes programmes. Et finalement, quand ils étaient dans mes programmes, ils sont en vrai parce que je fais du coaching individuel aussi dans mes programmes. Donc, je les vois, je leur parle. Donc, je me dis, bon, bah, OK, c'est des vrais gens. Et puis, bah, je les ai pas perdus derrière, en fait. Enfin, après, ça s'est calmé, mais j'ai continué finalement sur le même rythme que j'étais avant ce gros pic en mai 2021, quoi. Ouais, donc ça a été régulier malgré le. T'as dit, t'as pris 40 000 en une vidéo? J'ai pris 40 000 en un post et en 72 heures. Putain, c'est ouf. Je la cherchais la dernière fois, je l'ai pas retrouvée. Je me rappelle pas laquelle c'était, parce qu'on en avait déjà parlé, je crois, C'est mais. un. Ouais, je te l'avais montré, je crois, mais c'est un carrousel d'une vidéo. Ah, c'est un Tu carrousel, c'est sais, c'est ça. mes Ouais, petits ouais, ouais, non, mais carousels où je je vois montre, très bien, genre, faites comme c'était ci, faites pas comme ça. sur ton balcon, là, il me semble. Ouais, exactement. Ouais, c'était ça, Et hein. enfin, je veux dire, c'est des posts qui sont récurrents et quand tu vas sur mon feed des carousels, il y en a plein. Ouais, il y a rien de. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il y a rien de. Il y a rien de putaclic sur ce que tu as fait, enfin sur celui-là en particulier, et t'en fais jamais des trucs tu sais, qui sont un peu choquants, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui attire l'attention aujourd'hui, Ouais. hein. Toi, c'est toujours dans la même ligne éditoriale, donc Mm, c'est intéressant qu'il y ait un truc qui est explosé comme ça. C'est tant mieux, hein. ouais. C'est cool. Je pense que, à mon avis, c'est de moins en moins fréquent quand même que tu puisses choper 40 000, c'est énorme, tu vois. En vrai, c'est Non, mais en incroyable. fait, je pense que j'ai été. Le post est passé dans l'algorithme parce Mm. que tu sais, bah, Insta, il change tout le temps les algorithmes et je Ah, pense que, je ça, sais pas, il est passé dans l'algorithme. Je pense qu'il est passé sur tu vois, dans Explorer. Enfin, ouais, et dans le en feed fait, de il a tout le été mis monde. en avant. Et ouais, je pense qu'il est passé dans le feed de tout le monde. C'était un post qui n'était pas sponsorisé. Donc, enfin, tu vois, il n'y avait aucune raison qu'il touche autant de gens. Les hashtags, c'était les mêmes que d'hab. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y avait rien de. J'ai pas pu l'expliquer. Après, j'étais dans un super mood. Je venais de rentrer de coacher là. Genre, moi, j'étais bien. Je me sentais bien et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Et en fait, t'as ce post qui arrive et qui explose et t'es là, waouh. Donc, bon, c'était comme ça, quoi. T'es que sur Instagram aujourd'hui ou tu développes les autres réseaux? Non, je suis que sur Insta aujourd'hui. Pour être honnête, je pense pas, dans l'immédiat, en tout cas, ça fait pas partie de mes plans de développer les autres. Euh, Mais après, je pense que je vais plus essayer d'être davantage présente finalement dans des médias plus classiques, Mhm. donc magazines, radio, Ouais, on en télévision. avait parlé, ouais. Ouais, je pense que c'est plus ça. Euh, Instagram, aujourd'hui, ça me convient bien parce que, bah, comme tu dis, en fait, je fais mon truc à ma sauce. Je cherche pas les vues, je cherche pas euh, à, à avoir un contenu qui va choquer ou qui va et ça va dans ce que je te disais au début, c'est-à-dire moi quand je suis arrivée sur Insta, je voulais surtout pas euh, de haters ou tout ça, et donc j'avais pas du tout envie d'aller, tu vois, d'aller titiller, d'aller choquer. J'avais juste envie d'apporter du contenu de qualité avec mes conseils à des personnes qui sont un peu paumées parce qu'on entend tout et n'importe quoi et qui en fait avaient envie de se dire ok moi j'ai juste envie de comprendre en fait genre pourquoi est-ce qu'on dit le stretching oui ou non et pourquoi est-ce que on dit faut pas manger des carbs il faut manger des carbs. Pourquoi les protéines à tel moment enfin et en fait c'est des questions enfin, qu'on me pose sans arrêt et en fait j'avais juste envie de dire ok bah attends moi je vais te répondre par rapport à ce que je sais en fait et c'est vrai que je suis restée là-dedans. Même, genre, j'avais tellement de potes au début quand j'ai commencé qui étaient là, mais non, mais Alex, fous-toi, genre, en mini-short, brassière, monte ton corps et tout. Et moi, enfin, tu regardes de temps en temps, je suis en brassière, mais c'est hyper rare.
en vrai, enfin, voilà, j'aime pas non plus être dans le truc, montrer mon cul. Enfin, t'as pas ça, quoi, sur mon compte. Genre, je suis même pas sûre qu'il y ait une photo de moi en maillot de bain en vacances. Enfin, vraiment, c'est pas Et mon délire et je veux pas ça, quoi. c'est, ça va peut-être être, je sais pas, on pourrait le prendre comme sexiste ce que je vais dire, mais t'es une des rares pages que je connais féminines où justement c'est pas le cas, tu vois. Mm. Avec autant d'abonnés, je parle. Je prends, peut-être que c'est faux, tu vois, c'est peut-être un inconscient que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus facile si t'es une meuf et que tu te mets physiquement en avant de choper des abonnés qui, certes, au final, vont juste être des abonnés, je pense, parce que en termes de consommation, à mon avis, c'est pas ouf. Plutôt que si t'es un mec. Bon, après, si t'es un mec, t'es archi tanké, archi beau gosse, méga sec et tout, tu mets des photos un peu à poil aussi, je pense que ça fonctionne bien. Mais pareil, ça rapporte pas forcément des trucs intéressants. Et vraiment, hein, je j'ai pas d'autres exemples que toi. Ah, s'il y a peut-être Amandine Wellness, je sais pas si ça te parle, mais Ouais, Amandine, qui, ouais, ouais, peut être un pareil, peu elle est plus dans ce sur le truc-là. contenu. Mais sinon, franchement, c'est super rare, tu vois. Après, franchement, moi, à la place si j'étais à ta place, peut-être que j'aurais pas hésité à pousser un peu le truc, justement, dans ce sens-là, mais on peut jamais savoir, tu vois. Je dis, si j'étais à ta place, je suis pas dans le Ouais, cas, donc puis je peux pas dire. à qui tu t'adresses, en fait. C'est ça, Bien moi, le sûr, fond bien du sûr. fond. À qui je m'adresse? Et je m'adresse à des nanas qui n'aiment pas le sport, qui sont déconnectées de leur corps, qui pensent qu'en fait, ne pas avoir mal partout, c'est pas fait pour elles, qui ont, enfin, tu vois, genre, je veux dire, moi, la plupart de mes clientes, elles ont Hmm. give up. Genre, elles sont en mode, on a lâché l'affaire. Quand elles viennent avec moi, je n'y crois plus. C'est vraiment, je suis leur dernière chance. Donc, ça veut dire qu'elles sont dans un mindset où elles n'y croient plus. Genre, j'en ai une encore la semaine dernière qui m'a dit, mais Alex, moi, ça faisait 12 ans qu'on m'avait dit que je pouvais plus faire de sport de toute façon parce que je me pissais dessus à chaque fois que je faisais un bondissement ou un truc. Et on m'a dit, bah non, mais tu arrêtes le sport. Et elle me dit, ça faisait 12 ans depuis ma première grossesse que je ne faisais plus de sport alors que j'aimais faire du sport. Et en fait, elle me dit, bah, grâce à toi, je revis et je me suis reconnectée à mon corps et en fait, tu m'as juste changé la vie. Et t'es là, genre, ok. Enfin, et finalement, c'est ça finalement qui m'anime et les gens que je veux aider, c'est ces gens-là. Donc si je me fous en mode, bah regardez-moi, j'ai un six-pack, regardez mon cul. Enfin, en fait, je vais pas parler à ces gens-là. Et moi, c'est pas ces gens-là que je veux aider. Tu vois, enfin, je sais très bien comment est la personne que j'ai envie d'aider. Et je sais que si elle voit, tu vois, une nana qui est ultra gaulée, machin, qui monte son cul, elle va se dire, bah, genre, c'est absolument pas pour moi, cette personne ne me parle pas. Alors que moi, je leur montre, bah voilà, non, faut que tu te positionnes comme ci, pas comme ça, ou je vais mettre une photo hyper souriante, et tu vois, genre pour attirer l'attention, après en me disant, bah voilà, comment ton corps fonctionne, comment la physio fonctionne dans ton corps, et comment est-ce qu'il faut que tu manges, si tu veux rebooster ton métabolisme et te sentir, avoir de l'énergie, te sentir mieux, comment tu dois gérer ton stress, ton sommeil. Donc, au final, ouais, j'aurais sûrement beaucoup plus de followers si je mettais des photos de mon cul, mais en vrai, s'en fout parce que ce serait jamais les gens que j'ai vraiment envie d'aider, quoi. Et Je ça les fait comprends. fuir, au Ouais, bah contraire. oui, bien sûr. Est-ce que, euh, est-ce que les nanas qui consomment ce que tu fais, il y en a certaines qui sont un peu fans de toi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, genre Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. vraiment qui t'idolâtrent, tu vois, positivement ou négativement. La plupart du temps, c'est positif. Tu vois, tu es un peu un exemple, un modèle. Est-ce que c'est pas difficile pour toi de remettre un peu de distance là-dedans ou de gérer le truc, quoi? Alors, oui, des fois, j'en ai Alors, c'est cool parce que je pense que vu que je montre pas énormément de choses de ma vie perso, après, je suis totalement honnête avec elles, tu vois. Genre, quand moi, il y a des moments où je suis pas au top ou quand je traverse des périodes difficiles, je leur dis quand même. Mais par contre, c'est vrai que je vais pas non plus trop rentrer dans ma vie perso de façon à ce que il n'y ait pas ce côté malsain où elles vont avoir un peu d'emprise sur moi dans le sens où elles vont connaître trop de choses de ma vie personnelle. Donc, je fais quand même attention à ça. Et après, oui, il y en a où j'ai l'impression des fois d'être une gourou un peu, parce que j'en ai où tu sens vraiment que, genre, je suis dans leur quotidien, elles pensent tout le temps à moi, elles parlent de moi à leur mari, à leurs enfants, et t'as vraiment enfin, tu vois, quand elles m'en parlent, t'as vraiment ce sentiment de, ok, genre, je suis une nouvelle personne dans leur famille, genre, dans leur système, dans leur quotidien, je suis très présente. Euh,
Après, ça me dérange pas dans le sens où il y a souvent c'est sain, du coup, parce que tu vois, quand elles me disent, bah voilà, tu m'aides à mieux faire mes repas, à me tenir mieux, genre ça me motive finalement de penser à toi, faire ma séance de sport, etc. Enfin, donc ça va, c'est pas malsain et c'est pas flippant de mon côté. Après, je pense que sans te mentir, le fait que je sois pas en France, c'est aussi plus facile pour moi parce que bah, il y a une distance physique pour le coup, où je me sens quand même un peu protégée, un peu dans ma bulle. Euh, donc je sais pas si j'étais, tu vois, si je vivais en France, si je serais autant confortable ou pas. Mais la distance physique avec les US m'a beaucoup aidé au début pour développer Insta, entre les 9 heures de décalage horaire et tout ça, ça m'a quand même beaucoup aidé au début. Maintenant, je suis assez confortable avec ça et puis je me suis rendu compte que au final, c'est toi un peu qui mets les règles, hein. Donc, Ouais, bien sûr. enfin, tu vois, je pense que si à un moment, en fait, je commence à me faire bouffer et que j'ai l'impression que les gens sont trop intrusifs et tout, c'est que j'aurais merdé quelque part, en fait, sur où est-ce que j'ai mis mes limites. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai une très belle relation avec ma communauté. Il y a vraiment beaucoup de respect mutuel. Et puis, de temps en temps, tu vois, tu as des personnes genre qui débarquent sur Insta et qui sont genre, enfin, on se fait la réflexion des fois avec l'équipe où t'en as, tu dis, genre, ils nous parlent un peu comme des chiens, quoi. C'est un peu genre pas de bonjour, pas de machin. Comme si on était des robots, en fait, parce que je pense qu'elles n'ont pas capté que derrière, c'était des vrais gens. Et un peu ce truc de, oui, bah moi, je veux perdre ma culotte de chat, je fais quoi, tu vois. Genre, et des fois, c'est hyper agressif dans les messages. Et bon, bah nous, on fait attention à ça. On essaye tout de suite de repartir sur des bonnes bases, de dire, bah bonjour, sache que voilà, on est des vraies personnes derrière et que il n'y a pas de souci, on peut t'aider, mais il y a un minimum d'attente en termes de respect mutuel. Et ouais, on met nos règles, on reste super cool. Nous, on reste dans la bienveillance et du coup, on attire quand même beaucoup de gens, je trouve, qui sont bienveillants, donc ça se passe bien. Je peux pas me plaindre de ce côté-là. Bah, ça, je pense que tu vois, il y a un espèce de filtre de l'écran qui fait que les gens, en fait, peut-être eux, c'est pas négatif la façon dont ils s'adressent à toi. C'est juste qu'ils mettent pas les formes parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que pour eux, enfin pour toi, quand tu lis le message et qu'il n'y a pas de bonjour et tout, tu peux le prendre un peu comme agressif. Mais eux, peut-être qu'à la base, c'est pas, tu vois, c'est pas méchant. Non, mais tu as ce côté où je pense que tu dois t'en rendre compte aussi, mais parce qu'on donne tellement, Ouais, on tu dois donne donner tellement encore de plus, ouais. contenu Tout est gratuit, on gratuit, quoi. passe. Ouais. Et tu vois, ouais, tu as vraiment ce côté où des fois, bah, en fait, genre, c'est ton job, en fait, de répondre à mes questions gratuitement et de me coacher gratuitement, en Mm. fait. Bah, non. En fait, je mets à ta disposition énormément de contenu gratuit parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes et que je suis consciente que tout le monde ne peut pas se payer mes programmes. Donc, autant je peux aider sur les réseaux, autant je le fais. Mais en fait, bah, derrière, je suis formée, je veux dire, beaucoup d'années d'études, beaucoup d'années d'expérience dans ce que je fais. Je suis experte dans ce que je fais et donc, du coup, bah, non, il y a derrière, il y a une limite aussi sur la façon dont je vais coacher, jusqu'où je vais aller sur de l'accompagnement comme ça, genre sur Instagram, quoi. Mm. Faut mettre, mais c'est très très rare et c'est marrant parce que ça n'arrive jamais avec des gens qui me suivent depuis longtemps parce que je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps se rendent compte à quel point je donne de temps, de contenu, à quel point je travaille mes contenus, que toujours tout est pensé, tout est calé, enfin genre vraiment. Et donc, finalement, il y a un respect tout de suite de ce que je fais et de mon temps. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, genre des clients, des personnes qui sont déjà membres de ma communauté vont limite s'excuser de me poser une question, alors que je sais pas, non, attends, t'es dans mes programmes, je suis là pour t'aider. Et que des personnes de l'extérieur qui arrivent dans ça, qui me connaissent pas, qui débarquent dans mon univers, vont me poser un million de questions en mode, bah, faut que tu répondes à tout et que tu me coaches gratos, quoi. Donc, des fois, tu as vraiment ce décalage-là. Mais voilà, je pense que, enfin, c'est marrant de l'observer et après, bah, enfin, dans l'ensemble, ça se passe quand même très bien, quoi. Est-ce que justement, tout à l'heure, tu as dit que tu avais peur de te lancer, de peur qu'il y ait des haters, etc. Est-ce qu'il y en a? J'ai pas l'impression, après, je scrute pas ce que tu fais tous les jours, mais j'ai pas l'impression que t'amènes à ce qu'il y en ait dans le sens où, tu vois, t'as pas un. Je sais que t'as un avis tranché sur pas mal de choses, personnellement, mais c'est pas ta direction de communication. Et du coup, t'es pas, voilà, tu segmentes pas les pensées que peuvent avoir les gens. Et tu vois, il y a pas vraiment de parti pris. À part la qualité, tu as un parti pris qui est la qualité. Et du coup, ça amène forcément moins de haters parce qu'il y a moins de personnes qui se sentent, tu vois,
perturbé dans les propos que tu peux avoir, mais est-ce que tu en as quand même ou pas du tout? Ça arrive, genre de temps en temps, t'as quelqu'un qui s'est perdu, quoi. T'as un rageux qui s'est perdu de temps en temps sur ma page Insta. Mais dès le début, c'était vraiment, il y a zéro tolérance pour, pour du rageux. Il y a zéro tolérance pour quelqu'un qui va pas être dans la bienveillance. Et, et donc, en fait, je suis un peu en mode, bah, mon Insta, en fait, c'est une dictature, quoi. Donc, il y a un commentaire que je trouve un peu déplacé, mais des fois, enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'insulte et tout, mais genre, il y a un truc où je me dis, bah, en fait, ça manque de bienveillance, ça manque de reconnaissance, c'est un peu insultant. Bah, en fait, je bloque la personne, je la dégage. Ça arrive jamais, tu vois, mais si jamais je vois, tu vois, un commentaire qui arrive, quelqu'un qui s'est perdu et qui est vraiment dans l'agressivité, qui est pas dans la bienveillance et tout, je suis là, genre, cette personne n'a absolument rien à faire ici. Elle s'est perdue. Donc, ben, on va la sortir gentiment, en fait. Mais, enfin, je sais pas, si je sors, allez, peut-être 6 personnes par an, enfin, c'est grand max, quoi. Ouais, Donc, ça représente rien. Sur le, tu vois, sur le nombre de followers, c'est rien du tout. Mais il y a vraiment ce truc où, bah, il y a, ouais, pas de tolérance là-dessus. Enfin, genre, vraiment. Je trouve que. Et puis, même en termes d'énergie, moi, ça m'impacte tellement, on va pas se mentir, hein. C'est que, ça allait être ça ma question. Ouais. bah ouais, Est-ce que ça te ça me touche touche de encore ou ouf. est-ce que tu Ah t'en fous? ouais. Ouais. Non, non, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Non, non, je m'en fous pas. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te touche dans la critique? Bah, en fait, ce qui me touche, c'est les gens qui sont. Enfin, ça va faire bisous dans ce que je vais te dire. Tu as le droit de te foutre de ma gueule. Mais c'est Jamais, vraiment jamais. ce côté méchant, quoi. Genre, Hmm. personne méchante. Parce que je me dis, mais cette personne pourrait être autant méchante, mais à quel point elle doit être blessée et mal dans sa peau. Enfin, tu vois, pour en arriver à dire, genre, je ne connais pas cette personne, j'arrive et je la juge et je l'insulte et je suis agressif avec elle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut être mal et avoir mal au fond de soi tu vois, genre, avoir du venin autant tu vois, genre, à cracher autant de venin. Euh, et en fait, ça me touche parce que ça me fait mal, les gens qui sont mal, en fait. Et je pense que ça va aussi avec ma mission de vie, quelque part, où j'ai des nanas qui arrivent, qui pour moi sont blessées à l'intérieur et je veux les réparer, en fait. Et donc, quelqu'un qui arrive sur ma page et qui est, qui est blessé au point d'être devenu quelqu'un de très méchant, je peux pas l'apprendre, ça me fait trop mal en fait. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, bon, après, ça dépend le niveau, tu vois. Moi, je prends un exemple. Après, nous, on est un peu plus clivant que toi, forcément, sur ce qu'on propose, parce que voilà, c'est notre image aussi. Euh, Il y a un gars, enfin, je pense que c'est un gars qui parle à visage couvert et voix masquée, qui a repris un réel d'un podcast où j'avais été interviewé, où je disais un truc qui n'est absolument pas critiquable en plus, mais il a trouvé des trucs critiquables et il l'a publié en remettant en question ce que je disais, en attaquant, tu vois, ma personne. En vrai, tu vois, ça me fait plus de la peine pour lui. Parce que je me dis, le mec, il est même pas capable de montrer son visage, tu vois, et même sa voix, il modifie sa voix. Le type, il doit avoir 500 abonnés à tout casser. Bon, c'est pas gage de qualité ou de non-qualité, hein, le nombre d'abonnés, évidemment, mais je me dis, ouais, c'est vraiment une pauvre personne, tu vois. Bah, je suis complètement d'accord avec toi en fait. Mais C'est au exactement ce que final, je te dis, c'est ça me que touche plus. Enfin, j'ai réussi à faire en sorte que ça me touche plus vraiment. Tu vois, Simon, lui, ça ouais, l'énerve. Simon, ça le met en rogne. Du coup, c'est mm, pour ça que c'est moi sur les réseaux sociaux, parce que lui, il réagit trop vite. Mais au final, c'est des gens, tu sais, tu vas jamais les croiser. Ils, ils font ça sur le coup de l'émotion ou je ne sais pas quoi, mais c'est comme tu disais, il y a du venin. C'est des gens peut-être un peu mauvais dans le fond ou mauvais sur une certaine période de leur vie parce que ça leur permet d'être un défouloir ou autre, j'en sais rien. Mais bon, ça va rien changer à ta vie et ça va rien changer. Au final, ça va plus, je trouve, nourrir ta communauté de personnes qui te soutiennent, où eux, ils vont aller se dire, non, je suis pas d'accord avec toi, mm, Alexa, c'est une super nana, etc. Plutôt que l'inverse. totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'en fait, ça va me chercher sur un truc où j'ai vraiment envie d'aider les gens qui sont dans la souffrance et les gens qui, tu vois, qui sont malheureux et qui sont dans le mal-être. Et que du coup, quand ça arrive à un point de mal-être aussi loin où la personne vraiment, elle est dans cette souffrance extrême où elle a
limite, elle a besoin pour se sentir bien de cracher sur les gens ou de. Enfin, en fait, genre, c'est pouf. Bah, tu Mais ça voudrais va l'aider, pas me toi. toucher. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je me dis, je voudrais l'aider et ça me fait mal de me dire, putain, genre, comment la personne, elle en est arrivée là, quoi. Et je pense que ça me fait mal sur ce côté-là, en fait. Je me dis, ouais, plus dans le sens où j'aimerais la sauver, quoi. Après, ça va pas me faire mal dans le sens où je vais pas remettre en question qui je suis. Genre, j'ai suffisamment de confiance en moi pour me dire, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais la qualité de mes accompagnements. Enfin, tu vois, ça va pas me prendre sur ce côté-là où ça va me remettre Mmh. en question sur la qualité de ce que je fais. Ça va vraiment me prendre plutôt sur le côté où cette personne est dans une souffrance extrême et je pense qu'à ce point-là, je peux pas l'aider et que ça me rend mal de me dire comment il y a encore des humains qui peuvent être autant méchants parce qu'ils souffrent autant, quoi. C'est une question que je me pose aussi. Tu vois, j'aimerais, je sais pas si les gens qui nous écoutent peuvent me répondre en commentaire après que le podcast soit sorti. J'aimerais trouver des contenus éducatifs, des livres ou autres sur la jalousie. Alors, pas la jalousie dans un couple. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Ça, je le comprends. Et je comprends pas la jalousie de l'être humain. Genre, t'es jaloux que t'aies une belle voiture. Ou t'es jaloux que la personne. C'est un truc vraiment, d'un point de vue sentimental, je le comprends pas, tu vois. C'est un truc, j'arrive pas à l'imprimer parce que c'est un sentiment que j'ai jamais eu. Et j'aimerais comprendre comment ça se façonne et pourquoi les gens arrivent à ça. Donc, si jamais vous avez des lectures là-dessus, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est un trait de la personnalité humaine que j'aimerais creuser. Bref, je pense que Mais tu es, voilà, t'es quelqu'un qui est pareil que moi. Je pense que tu comprends pas ce genre de truc. alors, je comprends pas et je pense que ça fait partie des choses où je me suis vachement guérie de ça en vivant aux États-Unis parce que tu as ce côté admiration de la personne qui a réussi. Où finalement, aux Exactement. US ou dans cette culture anglophone, c'est bien de réussir. Que au final, quand tu vas voir quelqu'un avec une belle voiture ou quelqu'un qui a une belle maison ou qui a un bon poste, tu vas, tu vas plutôt avoir tendance à essayer de te rapprocher de cette personne-là et te dire, ben, genre déjà bravo. Et ben, c'est quoi ton parcours? Genre, qu'est-ce que tu as fait? Et comment t'es passé par quel chemin? Quelle est ton histoire de vie? Genre, dis-moi en plus parce qu'il y a ce côté admiration. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'envie, tu vois, de se dire, bah, moi, j'aimerais être là aussi. Mais il n'y a pas la jalousie rageuse de se dire euh, que tu peux des fois ressentir en France, pas systématiquement, tu vois, on peut pas faire des généralités là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi des gens en France qui sont capables de se réjouir de la réussite d'autres personnes. Bien sûr. Mais c'est vrai que culturellement, c'est moins le cas. Et c'est vrai que là-dessus, les US m'ont fait vraiment du bien de me dire, bah, c'est vrai que j'ai pris, tu vois, quelques scuds en France avant de partir parce que tu as 20 ans, que tu te mets à ton compte, tu vois, donc si tu recontextualises, c'est-à-dire il y a 13 ans, en province, je proposais du coaching à domicile. Les gens me disaient, mais Alex, genre, ça marchera jamais en fait. Genre, les coachs individuels, c'est pour les stars ou éventuellement à Paris, mais qu'est-ce que toi, en Touraine, tu vas faire ça, quoi. Et bah non, ça a cartonné. Et c'est vrai que tu vois, plusieurs fois, quand j'ai décidé de partir aux États-Unis toute seule, je parlais pas anglais et les gens m'ont dit, bah, tu n'y arriveras pas. Mais derrière, tu n'y arriveras pas, bah, ça voulait dire quand tu arrives, bah, derrière, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je demandais si j'avais couché pour réussir, tu vois, genre ce genre de truc-là. Enfin, mais ouais. Enfin, t'es là, genre, avec qui, s'il vous plaît? Genre, dites-moi. Genre, avec qui éventuellement j'aurais pu en arriver là? Avec le Mais boss de Instagram. ouais, enfin, tu vois, c'est débile, mais genre, j'ai vraiment pris des réflexions comme ça, quoi. On m'a vraiment dit, Incroyable. genre, oui, genre, qui c'est qui t'a aidé? Enfin, tu vois, genre, je peux pas dire. Alors, je valide pas les gens qui se disent, enfin, tu vois, le côté self-made, genre, je me suis fait tout seul. Genre, c'est faux. Je me suis pas faite toute seule parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement de gens inspirants, j'ai eu tellement de personnes dans mon parcours de vie, pro et perso, qui font que j'en suis aujourd'hui ici. Donc, tu vois, je peux pas dire que je me suis fait toute seule dans le sens où il y a plein de gens enfin, tu vois, qui ont participé à ma réussite aujourd'hui. Mais maintenant, bah, derrière, c'est quand même moi qui ai fait le taf, quoi. Je veux dire, et non, enfin, genre, j'ai personne aujourd'hui, enfin, tu vois, avec qui j'ai couché ou avec qui j'ai vendu mon corps pour fonctionner. Mais c'est vrai que c'est le genre de réflexion que tu peux entendre et donc qui ramène à ce que tu dis, tu vois, le côté jalousie un peu méchant de bah, pourquoi elle a réussi. Et ce qui fait mal derrière, c'est le sous-entendu de, genre, en fait, tu penses que j'aurais pas pu réussir sans aide ou enfin, genre toute seule ou quoi. Euh, mais bon, d'un autre côté, tu réussis jamais tout seul, vraiment. C'est des Ouais, connaissances, etc. Mais c'est vraiment donnant-donnant, quoi. Tu vas vers les gens, tu prends des risques, tu,
enfin, tu vois, c'est ça aussi, c'est que genre, à un moment, j'ai pas eu peur où il y a des gens qui ont eu peur, j'ai pris des risques où les gens n'en prennent pas. Genre, les gens me disent, ah, t'as trop de chance, t'as gagné la carte verte à la loterie. Bah ouais, mais mec, j'ai joué en fait. Est-ce que toi, t'as appliqué? Bah non. Tu vois, j'ai rencontré des gens aux US qui, ça faisait 5 ans qu'ils étaient là-bas, ça fait 5 ans qu'ils galéraient avec des visas et tout, et qui, genre, moi, j'arrive avec, bah ouais, j'ai gagné la carte verte à la loterie. Ils disent, putain, t'as trop de chance et tout. Je dis, mais t'as joué? Bah non. Ah bah, ouais, ok. Enfin, ou genre les gens qui vont dire, ouais, t'as trop de chance parce que t'as vécu aux États-Unis, t'as réussi, t'as fait ceci, t'as fait cela. Bah ouais, mais en fait, je suis partie toute seule à 25 ans sans parler anglais et je connaissais personne là-bas. Et, et en fait, enfin, genre quand je suis arrivée, c'était dur, quoi. Genre, je me suis fait violence de ouf. Et je suis passée par des moments super difficiles. Et bah, en fait, ouais, aujourd'hui, ça a payé et ça marche aussi bah, grâce à ça, en fait, genre, parce que j'en ai chié. Donc, euh, donc ouais, il y a quelqu'un qui va se dire. Après, ça peut aussi peut-être le côté, genre, les gens vont se dire c'est pas pour moi, donc c'est plus facile. Genre, je me m'autorise pas cette réussite n'est pas pour moi, donc c'est plus facile d'être rageux et de se dire, bah, en fait, cette personne-là, genre, elle a eu de la chance ou elle a eu telle personne qui l'a aidé que moi, j'aurais jamais cette personne qui va m'aider parce que, en fait, c'est de l'auto-sabotage. Genre, mec, sors-toi les doigts et fonce et tu vas voir que tu vas réussir, quoi. Je suis bien d'accord. Je suis grave d'accord. Est-ce que justement, alors si tu peux expliquer après l'histoire de la carte verte là pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu as vu une différence notable, hormis la mentalité réussite, etc., entre les États-Unis et la France, et qu'est-ce que ça fait de vivre à l'étranger? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Parce que t'as pas vécu qu'aux États-Unis, hein, tu as vécu à Mm. d'autres endroits du globe. Euh, Alors, tu veux que je parle d'abord de la green card ou tu veux que je Vas-y, parle vas-y, d'abord ça va Ouais. avec, donc ouais. Donc là, en gros, bon, la carte verte, c'est un visa, on va dire, mais c'est un visa de résident permanent aux États-Unis. Donc, c'est un peu le Graal en termes d'immigration, parce que quand tu es avec des visas, il y a toujours des durées limitées de visa. Donc, c'est hyper galère d'avoir un visa pour les États-Unis. Ça va vraiment, enfin, c'est galère. Pour des personnes comme toi et moi, c'est le parcours du combattant. Parce que soit on a genre un talent exceptionnel, on apporte quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux et là tu peux demander un visa, soit tu payes pour un visa d'investissement, ça coûte une fortune, soit c'est ta boîte qui va te financer un visa, donc ce qui se passe souvent, tu vois, par exemple avec les ingénieurs, les choses comme ça, parce qu'ils ont des besoins qu'il n'y a pas sur le pays. Mais clairement, bah, moi en tant que préparateur physique à l'époque, ils avaient carrément ce qu'il fallait. Donc, j'avais pas énormément de solutions finalement pour pouvoir immigrer aux États-Unis dans des conditions qui étaient correctes, parce qu'après tu peux toujours tenter à l'arrache, hein, mais voilà, c'est pas très légal. Donc, pour immigrer légalement dans des bonnes conditions, en gros, moi, j'avais pas 40 000 options, quoi. Il me fallait la carte verte. Et la carte verte, du coup, bah, à moins d'être sponsorisé ou de te marier à un Américain, bah, en gros, c'est la loterie, quoi. Et donc j'ai appliqué. Alors, c'est de la loterie, oui et non, parce que finalement, j'ai plutôt envie de dire que c'est de l'immigration contrôlée, où tous les ans, ils donnent un certain quota de cartes vertes, donc à des étrangers, qui vont présélectionner dans une première phase. Donc, tu vois, pour donner une idée, moi, l'année où j'ai appliqué, on a 13 millions de personnes à appliquer dans le monde. Ils en tirent 125 000 au sort, et après, sur les 125 000, tu as tout un process qui se termine avec un entretien à l'ambassade, et au final, ils en donnent 50 000 dans le monde. Donc après, ça dépend, tu vois, un peu des années par pays et tout ça. Donc j'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai fait partie de ces 50 000 là qui l'ont eu au final. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai décidé de partir, ce qui était un rêve au final pour moi. Enfin, tu vois, le côté rêve américain et tout, c'est très cucu, mais on s'en fout, on assume. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Parce que ça m'a apporté. Déjà, j'y allais pour du challenge, alors du challenge personnel. Je pense que j'avais un million de choses à me prouver. Et j'ai eu ce que j'ai eu ce que j'étais venue chercher à ce niveau-là. Euh, je- Ça m'a tellement apporté déjà de se rendre compte à quel point on n'est rien sans... On n'est rien. À quel point on est déstabilisé sans sa base. Il y a des choses qu'on prend pour acquis en France. Sa famille, ses amis, son socle. Tu vois, genre ta base. Vraiment. Enfin, moi, je suis très, très famille, amie.
Et c'est vraiment ma base, c'est mon socle. Et je pense que je me suis pas rendu compte à quel point de vivre 13 heures d'avion, 9 heures de décalage horaire, à quel point ça allait me déstabiliser. Je pensais que j'étais très très forte et qu'en fait j'étais là, bah oui, non mais je vais prendre soin de mes amitiés, je vais prendre soin de ma famille, je suis fâchée avec personne et genre tout va bien se passer. Et en fait, bah ça déséquilibre de ouf. Ça m'a déséquilibré beaucoup de choses. Et donc de se réajuster à ça, bah, ça te remet en question énormément aussi. Euh, J'étais extrêmement naïve. Ça m'a bien fait mûrir. J'étais un peu un bisounours de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tu vois. Et puis en fait, tu arrives dans la Silicon Valley, enfin, il y a des requins, quoi. Il y a des gens très très gentils, mais il y a aussi des requins. Donc les gens très très gentils, tu les trouves pas direct, parce que les gens très très gentils sont un peu en retrait. Donc tu mets quelques mois, quelques années avant vraiment de les trouver. Donc les premiers sur lesquels tu tombes, c'est pas mal des requins. Donc bah ouais, tu te fais avoir, tu te fais utiliser. Enfin, il y a des déceptions, des choses comme ça. Et t'as pas à ce moment-là ta famille, tes amis, tu vois, ton cocon qui est là, qui fait que la même chose, ça t'arrive en France, tu n'as rien à faire parce que t'es solide. Mais ça t'arrive en fait bah, à l'autre bout du monde, bah, tu vas pas faire un câlin à ta mère, quoi. Et bah, ça, c'est dur. Donc ça m'a permis de me rendre compte finalement de remettre toutes les choses à leur place. Et je le savais avant. Tu vois, donc, je peux pas dire oui, voilà, genre, mais je l'ai expérimenté et ça change tout. Tu vois, il y a des choses, tu sais, puis après, tu les vis et quand tu les vis, c'est autre chose. Ça m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit. Euh, Tu vois, même sur des débats qu'il y a beaucoup en France, sur l'immigration, sur les étrangers, etc. Bah, quand c'est toi l'étranger et que c'est toi qui n'es pas à ta place, qui n'est pas dans mon... Tu vois, au final, bah, c'est à toi de t'ajuster à la nouvelle culture, à la nouvelle vie. Ça rend aussi plus humble, ça permet de prendre vachement de recul et finalement, après, bah, tu vois les gens qui quittent leur culture, qui quittent leur pays avec beaucoup plus d'admiration, de respect, de compassion aussi, parce que tu sais à quel point c'est difficile et en le vivant, et pourtant dans un pays comme les États-Unis, où, enfin, je veux dire, j'allais dans un pays qui fonctionnait bien et qui allait bien, et même moi, enfin, je veux dire, j'étais quand même dans des bonnes conditions, j'étais pas dans la misère, mais ça fait prendre énormément de recul sur tu vois, bah, les sujets de société aujourd'hui, des gens qui se retrouvent avec plus rien, à devoir fuir leur pays ou des choses comme ça. Ça m'a vraiment apporté un autre regard en fait sur ça. Beaucoup plus de tolérance sur tout en fait. Je pense que bah, tu le sais, je suis quelqu'un de très borné, buté avec mes idées. C'est toujours le cas, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tolérance. J'avais déjà de la compassion, mais c'est quelque chose que j'ai développé encore plus. Et honnêtement, tout le monde devrait vivre 6 mois dans sa vie dans un autre pays. Vraiment. Le monde irait tellement mieux si tout le monde se retrouvait 6 mois dans sa vie. Tu vois, pas 9, enfin, pas 8 ans, 9 ans, enfin, pas forcément, tu vois, aussi longtemps que je l'ai fait. Mais je pense que ça ferait tellement de bien à tout le monde de l'expérimenter, de le vivre au moins une fois. C'est sûr que ça amène une ouverture d'esprit qui est bien plus importante que si tu restes cantonné dans ton petit bled. Alors, je dis pas que c'est mal hein, de rester au même endroit toute sa vie, mais il y a quand même pas mal de choses à voir sur la Terre qui est grande et pas mal de personnes différentes à rencontrer. Qu'est-ce que tu es parti chercher exactement d'un point de vue business quand tu es parti là-bas? Ouais, je pense que je suis venue chercher mes limites en fait. Je suis partie aux US pour toucher mes limites, perso et pro. Euh, je me suis dit, les US, c'est grand, c'est puissant. Genre, jusqu'où est-ce que je peux aller? Et je suis allée les toucher. Enfin, j'ai fait un burn-out là-bas. J'ai eu du très, très haut, du très positif. J'ai eu du très, très bas. Et je pense que c'est ce que j'étais partie chercher, en fait. Mes limites. Alors, c'est pas pro, mais enfin, moi, le pro, le perso, c'est un peu la même chose dans ma vie. Mais je suis vraiment partie chercher mes limites. Je pense que c'était ça. Comme je disais tout à l'heure, j'avais un million de choses à me prouver à moi-même. Et j'avais besoin de me confronter au meilleur et au pire, voir jusqu'où je pouvais aller dans tous les sens, quoi. Donc c'est ça que je suis allée chercher. Et puis en fait, même s'il y a eu tu vois, des moments très difficiles, en fait, j'ai vraiment ce sentiment quand j'ai quitté les US bah, du coup en 2021.
j'ai vraiment eu le sentiment que je l'ai vécu, en fait, mon rêve américain. Tu vois, quand j'ai annoncé que je partais, que je quittais les US, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais Alexia, pas toi. Enfin, on avait vraiment l'impression que tu étais tellement épanouie, que genre tellement bien là-bas et tout. Bah ouais, en fait, genre j'étais ultra épanouie, j'étais ultra bien et j'ai vécu ce que j'étais venue vivre en fait. Genre je l'ai eu mon rêve américain. Genre j'ai j'ai vécu des choses incroyables, j'ai pu me pousser de mes limites dans tous les sens et j'ai tellement appris sur moi. Donc je pense que ce que je suis allée chercher aux US, c'est moi en fait. Genre, je me suis jamais sentie à ma place en France. J'étais quand même, tu vois, genre, comme je te dis, enfin, mes amis, ma famille, c'est ultra important. Mais je me suis jamais sentie au bon endroit, au bon moment. J'ai tout le temps l'impression qu'il y a, genre, what's wrong with me? C'est quoi mon problème? Genre, pourquoi est-ce que je me sens jamais alignée? Pourquoi est-ce que je me sens jamais à ma place entièrement? Bah, tu vois, même quand je suis en réussite dans mon travail, en réussite avec mes amis et tout, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un truc où je me sens incomplète, je me sens pas, il y a un truc qui cloche. Et en fait, j'étais chercher ça là-bas et je me suis trouvée. C'était en moi, hein, mais c'est là-bas que je l'ai trouvé. Pourquoi t'es revenu du coup? Bah, je suis revenue parce que j'étais prête. J'étais prête à, j'étais mûre à point. Euh, Non, je suis revenue parce que j'étais apaisée, parce que je m'étais prouvé ce que j'avais à me prouver, et j'avais besoin de me rapprocher de mes amis, de me rapprocher de ma famille, j'avais besoin de me reconnecter à la culture européenne. Donc, je suis rentrée à Lisbonne, hein, je suis pas en France, mais j'avais besoin de me rapprocher. Donc ouais, c'est pour ça que je suis rentrée. J'avais Ça veut pas dire que les US ne peuvent plus rien m'apporter, mais aujourd'hui, à ce moment-là de ma vie, ils m'ont apporté ce que j'étais venue chercher. Et en fait, je suis rentrée, mais tellement fière de ce que j'avais accompli, bien, tu vois, bien avec ça, avec mon aventure américaine. Bon, je rentre aussi avec un passeport américain, donc l'accomplissement aussi du truc, tu vois, je suis allée au bout de ma démarche, je suis devenue euh, du coup binationale, enfin double nationalité, quoi. Et, euh, et donc, ouais, je pense que la boucle était bouclée, quoi. Quand j'ai eu ce passeport, c'était OK, la boucle est bouclée. Et je suis prête à rentrer. Magnifique, magnifique. Pour contextualiser, là, on est en novembre et ça fait pas longtemps que la décision, je pense que la décision elle date un peu plus, mais ça fait pas longtemps que tu es de retour Un an officiellement, pied. quoi. Ouais, je suis rentrée en novembre dernier. Je me suis installée à Lisbonne. Yes. Le Portugal, c'est bien aussi, hein. Je rebondis sur un truc que tu as dit juste avant. Tu as dit, toi, le perso et le pro, c'est difficile de dissocier. Comment tu t'organises aujourd'hui justement voilà, pour justement prendre un peu plus de temps pour toi, si tu en prends, et organiser tes journées de taf, sachant qu'aujourd'hui, quand tu travailles à distance comme ça, avec des outils digitaux, ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête pas vraiment, à part quand tu fais ta séance de sport ou t'as pas ton téléphone, ou du moins tu l'as pas dans les mains. Comment tu gères ça? Ouais, c'est encore nouveau pour moi et donc c'est pas encore, je suis pas encore arrivée où j'aimerais être à ce niveau-là, clairement. Euh, je pense que j'aime tellement ce que je fais. Déjà, quand c'était en personne, en présentiel, genre je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'avais du mal à couper. Mais au moins, quand j'étais à la maison, j'étais à la maison. Genre depuis que c'est digital, je coupe jamais, quoi. Donc, j'essaye de me raisonner, j'essaye de me dire que bah, il y a certains moments, on n'y touche pas trop. Donc il y a des périodes de lancement où clairement le téléphone est attaché à ma main. Enfin, on va pas se mentir, quoi. Et genre, c'est du moment où j'ouvre les yeux le matin au moment où je les ferme le soir, où genre je regarde. Il y a pas, il y a zéro notif hein, sur mon téléphone. Genre, il y a zéro notification, mais genre toutes les 5 minutes, j'ouvre et je regarde, quoi. S'il y a pas quelqu'un à qui j'ai pas répondu, etc. Euh, je vois que je commence quand même un petit peu à prendre du recul là-dessus, à me dire, voilà, c'est pas grave si je réponds pas dans la journée. Avant, c'était genre, mon Dieu, genre, j'ai pas répondu dans la journée, je suis une mauvaise coach ou je suis pas une bonne chef d'entreprise, etc. Maintenant, beaucoup moins. Et après, bon, j'ai la chance maintenant d'avoir aussi des équipes qui m'aident.
qui me permettent un peu tu vois, de trier aussi des fois les réponses pour me mettre en priorité les choses, faut que je réponde plus rapidement, les choses moins, qui prennent le relais quand c'est du support technique, des choses où elles peuvent le faire, ils le font. Et donc, du coup, ok, ça me détend et je sais qu'au final, s'il y a vraiment une urgence, elles vont me l'envoyer. Donc, j'ai moins besoin, moi, d'aller voir. Et les filles, tu vois, s'il y a vraiment une urgence, elles me disent, Alex, faut que tu répondes à ça. Et donc ça m'aide. Donc, au final, le fait de pas être toute seule m'aide un petit peu à être moins connectée. Mais on va pas se mentir, enfin, je suis quand même encore très, très, très. Il n'y a pas vraiment de pause, quoi. Et puis, ouais, c'est pour ça que je te dis que le pro, le perso, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, quand je suis dans un moment perso, voilà, j'essaye de poser le téléphone et tu vois, là, à Tenerife, typiquement, quand je suis en dehors de mon Airbnb, je n'ai absolument pas de connexion. Et Bah, t'as pas le choix du coup. Ouais. il y a un an, ça m'aurait fait péter un câble. Je me serais dit, bon, bah, tant pis, genre, tant pis, on reste dans le Airbnb. On bouge pas, on fait rien. Et tu Ça vois, bouge genre, pas, je ouais. pense que ouais, j'aurais été vraiment, j'étais là, genre, ok, bon, bah, donc on sort 2 heures, mais on va rentrer, enfin, genre, on rentre dans la journée, milieu de journée, que je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un truc, tu vois. Hmm. Et en fait, bah là, tout le week-end, on partait le matin, on rentrait le soir, et j'avais pas de connexion de la journée, et ça, j'y pensais même pas. Donc, tu vois, genre, c'est là où j'étais fière de moi. Genre, j'y pensais quand je suis rentrée, à me dire, ah bah ouais, il y a pas de connexion, j'ai pas eu de connexion de la journée. Et finalement, je me dis, ah ouais, je suis contente, genre, je suis fière de moi parce qu'en fait, genre, sur le moment, j'étais tellement dans le moment présent à profiter de ce que j'étais en train de vivre que il y avait pas ça. Donc, je pense que quand je veux déconnecter, il faut juste que j'aille à des endroits où j'ai pas de réseau, quoi. Simple. C'est simple. Moi, t'as pas le choix. Tu te forces, quoi. Tu te forces. Bah, je comprends totalement. Hein. C'est super intéressant. Au final, tu te rends compte que ça change rien, en vrai. Ça Ça change change rien, rien. si ce n'est que tu as plus d'énergie au final quand tu l'utilises. Tu vois, quand tu prends ton téléphone et que tu réponds aux messages, tu vas être plus efficace que si tu fais tout le temps, toutes les 5 minutes à répondre et tout. Mais c'est un problème qui est extrêmement actuel. Et je pense même pour les gens qui n'ont pas de business en ligne, c'est pareil, parce qu'ils sont collés à leur téléphone et tout. C'est toujours un truc qui rend un peu ouf. Et je vous conseille vivement de ne pas mettre les notifications. Comme Alexia, en fait, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai pas de notif et tant mieux. Tant mieux. Je suis toujours en mode concentration. Et des fois, je déverrouille mon téléphone et il y a 6 appels avec 3 messages. Et ben, c'est pas très grave. Enfin, c'est rarement grave. Tant mieux. Mais c'est un truc qui est vraiment important, je pense. Tu as parlé vite fait de ton équipe. Est-ce que tu arrives à déléguer aujourd'hui et comment tu le fais? Comment tu choisis les personnes avec qui tu bosses? Et est-ce que voilà, tu arrives vraiment à déléguer ou tu gardes quand même la main dessus parce que tu as un peu peur? Non, je pense que j'arrive vraiment à déléguer là-dessus. Alors, je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est que au moment où il a fallu que je délègue, je pense que je suis un peu contrôle freak, hein, et donc à la base, j'avais du mal à déléguer ou je déléguais à moitié, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment où j'étais au pied du mur, en fait. Genre, j'avais tellement pas anticipé sur la délégation que quand j'ai dit on délègue, il était trop tard. Genre, il était clairement trop tard. Et donc, du coup, au lieu d'avoir anticipé, délégué plus progressivement, lâcher la grappe et, tu vois, genre dire, OK, voilà, on va faire ça et de prendre le temps de le faire, vu que ça m'est arrivé dans un moment où j'étais sous l'eau, en rush total, bah, au final, j'ai pas eu le choix de, quand j'ai vraiment délégué parce que j'étais sous l'eau, de déléguer tout, quoi. Et d'être en mode, bah, en fait, genre, je ne peux plus du tout m'occuper de ça. Prends-le, démerde-toi avec. Et donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, Aujourd'hui, avec l'expérience, tu vois, je fais différemment, c'est-à-dire que là, on anticipe un petit peu sur les points où on pourrait être submergé si on se reprenait une vague. Et donc, on est maintenant en train d'anticiper là-dessus et de mettre en place les outils. Mais au moment finalement où j'ai dû déléguer, il y avait plus le choix, fallait déléguer. Donc en fait, sous la contrainte entre guillemets, j'ai dû le faire sans garder le contrôle. Et puis ça s'est très bien passé. Tu te rends compte que oui, c'est pas parfait, mais en fait, forcément, la personne, c'est pas toi, donc elle va pas le faire exactement comme toi. Sauf qu'au fur et à mesure du temps et des membres de l'équipe, tu vois, qui m'ont rejoint, bah, en fait, petit à petit, quand tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi sur certains trucs. Tu dis, bah ouais, en fait, moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais comment elle l'a fait, c'est mieux. Donc, et c'est ça, moi, mon objectif pour les 12 mois à venir, c'est de me dire que dans mon équipe, toutes les personnes qui sont avec moi,
en fait, elles font pas comme moi, elles font mieux. Et c'est ça que je cherche maintenant. Comment tu fais pour les trouver? C'est pas évident, hein. Enfin, c'est pas évident. Euh, je pense que le programme dans lequel on s'est rencontrés, hein, le Mastermind, c'est une aide énorme pour ça. Tu vois, d'être avec d'autres entrepreneurs, de savoir comment est-ce qu'ils recrutent, comment ils font leur process, euh, qu'est-ce qui a marché chez eux dans leur, voilà, pour trouver vraiment des personnes avec qui ils sont alignés et tout. Et après, après, il n'y a pas de secret. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ce qui, moi, m'a détendu, c'est que tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé, je me suis bien rendu compte que eux aussi, au début, ils avaient pas tout de suite les personnes qui matchaient. Et que, bah, il a fallu 1, 2, 3, 5, 10 recrutements en fonction des postes pour trouver la bonne personne. Et donc ça m'a vachement détendu parce que je me suis dit, bah, en fait, tu vois, genre, au début, j'avais un peu l'impression de l'échec, quoi. Merde, genre, j'ai pas recruté la bonne personne, bah, enfin, genre, voilà, c'est un échec et tout. En fait, non, ça fait partie de la vie d'entrepreneur de recruter des gens, tu penses que ça va le faire et puis en fait, tu te rends compte que non. Et puis, bah, c'est ce qui permet après d'affiner ta recherche, quoi. Tu refais tes fiches de poste, tu, tu changes tes process de recrutement. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, avant, quand je recrutais, je mettais un mot sur mon Facebook, sur mon LinkedIn, sur mon Insta, en mode, bah, je cherche quel profil, quoi. Genre, envoyez-moi vos candidatures. Bah, maintenant, ce n'est plus du tout là-dessus, quoi. On fait une fiche de poste hyper détaillée sur notre vision, les valeurs de l'entreprise, le profil qu'on recherche, les qualités qu'on recherche, la mission, les tâches qu'on va déléguer, etc. Et derrière, on joint un Google Form avec toutes les questions qui nous intéressent pour faire une présélection déjà et de voir bah, comment les gens répondent. Est-ce que les gens prennent la peine de répondre? Tu vois, genre typiquement quand tu mets en place ce truc-là et que les gens ils t'envoient juste leur CV et qu'ils jouent pas le jeu de répondre, tu vois, au formulaire, enfin ça fait déjà un premier tri. Et après, tu vois en fonction justement de ce que les gens ont répondu, bah, leur intérêt, leur sensibilité et ce qui permet après enfin, voilà, de mettre en place un meilleur recrutement. Et c'est pas encore Hmm. parfait ce qu'on fait, mais c'est mieux. Ça prend du temps, mais ça te dégage de l'énergie au final. Donc, c'est quand même quelque chose de positif sur l'avenir. Mais c'est sûr que c'est une tâche qui n'est pas facile à faire, de déléguer des tâches, parce qu'il faut réussir à trouver la bonne personne et surtout lâcher l'emprise dessus. Mais c'est vraiment un game changer en vrai quand tu commences à devoir gérer ton temps comme le tien. C'est quand même vachement important. Et puis ça laisse libre cours à plus de choses où tu excelles. Et ça, c'est super clé. Alexia, on va passer à une partie. Tiens, je vais inaugurer le premier jingle que je vais mettre dans le podcast. Donc, vous allez entendre un jingle juste après ça. Ce sera l'avant-dernière partie du podcast. Je t'explique. Je vais te donner une liste de valeurs. Donc, des valeurs, c'est des. Voilà, on a parlé sur les valeurs de l'entreprise qui sont sûrement les mêmes que les tiennes. C'est des termes, des mots sur lesquels tu mets des émotions, des choses qui te représentent et qui sont importantes pour toi. Je te donne une liste et tu m'en gardes trois. T'es prête ou pas? Ok. Tu dois m'en garder trois, les trois plus importantes pour toi. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas celles que tu connais de toi-même, mais il y en a qui vont se rapprocher Tu vas m'en forcément. donner combien? Je sais pas, 20, je pense. Ouais. Ah ouais, c'est dur, hein. Je suis dur. Allez, t'es prête, c'est parti. Vas-y. Allez, let's go. Ambition, amour, audace, authenticité, bienveillance, courage, créativité, efficacité, famille. Ah, j'ai oublié un truc. Exemplarité, excuse-moi, avant famille. Générosité, humour, liberté, performance, rigueur, santé et travail pour finir. Qu'est-ce que tu me garderais parmi On cette est petite 5. vingtaine? Ah, ça va, en vrai, je t'en ai mis moins que les autres. D'habitude, les autres, je fais une liste, elle est incroyable. Mais là, je t'en ai mis un petit peu moins. Je voyais que tu étais un peu fatigué. T'en veux combien? 3? Ouais, trois, ouais. Liberté, bienveillance,
Et après j'en ai trois sur la même ligne, quoi. Euh, et ambition. Ah, intéressant ça. C'est quoi ta définition de la liberté? C'est ma vie aujourd'hui. T'es totalement libre? Ah, je me sens, ouais. Ouais, j'ai atteint ma définition de la liberté. Mais liberté, libre de pouvoir vivre où tu veux, comme tu veux. Euh, ouais, vraiment avec qui tu veux. Je me sens extrêmement chanceuse parce que, bah, enfin, voilà, déjà, enfin, tout le monde n'est pas dans les conditions dans lesquelles on est, hein, en tant que Français. Et donc, ouais, je me sens extrêmement libre entre un passeport américain, un passeport européen, le fait de pouvoir vivre de ma passion, le fait d'avoir la liberté, ouais, de me déplacer comme je veux, de pouvoir manger ce que je veux, enfin, c'est, ouais, vraiment. Ok. La bienveillance, comment tu le définirais? Bienveillance, je dirais non-jugement, ouverture d'esprit, tolérance, euh, amour. Moi, je mets tout ça derrière la bienveillance. Ouais, Vraiment de, ça va avec, ouais. ouais, d'ouvrir ton cœur aux gens et de pouvoir les accueillir dans ta vie sans aucun jugement et j'ai ce côté très maternant avec ma communauté aussi, où tu vois, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont loin d'être parfaits, mais qui m'ont apporté énormément d'amour et qui ne m'ont jamais jugée. Et pourtant, j'étais pas facile à dos, j'étais tout le temps en colère. Euh, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Je me suis expatriée, je suis partie loin, etc. J'ai pris des décisions dans ma vie qui sont pas entre guillemets dans la norme s'il y a une norme. Et ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont jamais dit. Enfin, tu vois, genre c'était tout le temps. Et toi, le ciel t'aidera. Et c'était vraiment ce truc de genre, ok, genre t'as envie de faire ça, fais-le. Par contre, assume, parce que nous, on n'est pas là derrière. On n'a pas de. Enfin, tu vois, genre, il n'y avait pas de filet à la maison, hein. Je veux dire, pouvais pas. Si je faisais une connerie, si je me cassais la gueule, enfin, je veux dire, voilà, quand je prenais des risques financiers et tout, il n'y avait pas papa, maman derrière, c'était moi avec moi. Mais du coup, ils m'ont tellement donné cet amour et cette confiance en moi qui me permet aujourd'hui, tu vois, de pouvoir apporter énormément de bienveillance aux gens parce que je pense qu'ils m'ont éduquée d'une façon où j'aimerais que tous les gens puissent avoir la chance d'avoir été éduqués comme moi je l'ai été en fait, avec autant de tolérance. Ouais, c'est important. C'est important, puis ça laisse libre cours à pas mal de choses, dont justement la créativité dont tu as fait part. Et si tu devais nous définir la dernière, l'ambition, parce que je sais que ça, tu vois, ça revient de plus en plus, hein. Il y a pas mal de gens avec qui je fais les podcasts qui me le sortent maintenant. Ça peut être un peu mal vu, tu vois, justement en France, alors qu'aux États-Unis, par contre, ce serait une bonne valeur. Comment tu te définirais l'ambition? Bah, l'ambition pour moi, c'est de pouvoir de pas se mettre de limites, de pas se mettre de limites et de se dire que tout est possible en fait et de pas avoir peur, foncer quoi. Euh, tu vois, t'as des personnes qui vont. Tiens, mais je dis souvent, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de rêve, il y a que des objectifs quoi. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que je vois ma vie. Et pour moi, l'ambition, c'est un peu comme ça que je le définis aussi. C'est-à-dire que, genre, il y a un truc que je vais voir, je dis, ah, je rêverais de faire ça. Ok, bah, c'est mon prochain objectif, tu vois. Et ça se transforme comme ça. Et ensuite, bah, ok, plan d'action. Comment je fais pour que ça se réalise vraiment? Donc, pour moi, ouais, ça va avec ça un peu l'ambition, de se dire, il n'y a pas de rêve trop grand et quand tu as envie d'un truc, va le chercher, quoi. C'est quoi ton rêve le plus fou que tu ne peux pas réaliser actuellement? Il n'y en a pas.
T'as pas de rêve, t'as plus de rêve. J'ai 1 million de rêves. Tu m'as dit ton rêve le plus fou que tu peux pas réaliser. Non, Il y actuellement, en a. actuellement. Je te parle Ouais, actuellement. enfin, en tout cas, pour moi, il y en a pas que je peux pas réaliser. Mais genre, tu peux pas Donc, réaliser demain. Si je te dis, vas-y, tu le fais cet après-midi, non, c'est pas possible. ouais. Écoute, genre, je sais pas, j'ai encore 1 million de rêves, mais aujourd'hui, c'est vrai que les derniers, là, je les ai réalisés il y a pas très longtemps. Donc, tu vois, j'ai pas un rêve moteur en ce moment après lequel je cours. Je pense que tu vois, il y a 2 ans, je t'aurais dit, bah, mon rêve, c'est de devenir américaine. Il y a 1 an, je t'aurais dit, mon rêve, c'est de faire un road trip père-fille avec mon papa aux États-Unis. Euh, enfin, tu vois, c'est des choses que j'ai fait. Et du coup, aujourd'hui, bah, je me sens tellement libre de tout. Tu vois, tellement, voilà. On pourrait dire, je ne rêve plus, j'accomplis. Comme on... Ouais, il y a plus, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas un rêve après lequel je cours. Euh, Ouais, c'est juste ouais, continuer comme ça et puis bah ouais, je vais continuer de faire ma bucket list tranquillement. Je vois l'idée. Ok, on va passer sur la dernière partie du podcast. Pareil, je remets un jingle. J'innove aujourd'hui. Bon, je vais trouver un petit truc, genre une petite musique de château avec des petites trompettes. Je vais trouver un truc comme ça. Alexia, je vais te poser des questions. Enfin, je vais te donner deux choix. Tu vas avoir deux choix de réponse. Tu réponds le plus vite possible sans réfléchir, ce qui est spontané pour toi. Ok? Mhm. C'est pas compliqué. Normalement, si tu te connais, tu devrais vite pouvoir répondre. T'es prête? Yes, Allez, c'est parti. France ou États-Unis? États-Unis, Présentiel ou à distance? présentiel, Avec ou sans impact? avec Pilates ou yoga? Pilates, Pizza ou burger? burger. Oh non, 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 ça c'est une faute de quart là. Putain, quand même. Tu m'as dit États-Unis et France, hein. Ouais, bah ouais, ouais. Bah après, aux États-Unis, il y a des pizzas aussi. Et dernière question, est-ce que tu préfères être salarié avec des horaires plus tranquilles, où vraiment tu peux te déconnecter en dehors parce que tu n'es pas responsable de ce qui se passe, avec ton salaire actuel, enfin avec ta rémunération actuelle, ou entrepreneur comme tu es actuellement avec autant de pression? Non, ça n'a jamais été une question pour moi. J'ai jamais été salarié, je le serai jamais, Donc la deuxième réponse, quoi. bien évidemment. Mais pour moi, le salariat va pas avec liberté et liberté, ça fait partie de mes valeurs. Donc, il y a pas La question, la pas de question, elle est question. vite répondue, comme on dit. Magnifique. Exactement. Magnifique, Alexia. Merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Parce que je crois que tu as changé de nom Insta il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai envoyé quelqu'un sur ta page et il m'a dit, mais je trouve pas. Je dis, bah attends, Alexia Corny. Oui, Feed by c'est Alexia n'existe plus. c'est fini. Non, en fait, bah, ça faisait partie ouais, des questions que je me posais pas mal aussi par rapport à tu vois, mon identité et tout. Et c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout dans Feed by Alexia parce qu'en fait, je suis pas une fit girl, je l'ai jamais été. Et que la partie fitness représente tellement une partie minime de mon accompagnement aujourd'hui. C'est tellement plus holistique, c'est tellement plus large, tellement de travail sur le mindset, l'alimentation, etc., que finalement, fit ne me parlait plus du tout. Et donc en fait, j'ai pas mal discuté de ça avec ma communauté, de qu'est-ce qu'on met, voilà, sur quoi on part. Et en fait, c'était unanime, quoi. Les gens m'ont dit, bah, toi, en fait, parce que c'est toi, c'est ton approche. Et je me suis dit, c'est cool parce que finalement, si on part sur Alexia Cornu, qui était de toute façon mon site web, et voilà, avant d'être Fit by Alexia, c'était déjà Alexia Cornu aussi. Mais de repartir là-dessus, ça permet de se dire, bah, ça va évoluer avec le temps, avec moi, et je peux y mettre vraiment ce que je veux. Et c'est ça que j'ai envie pour, tu vois, pour la suite, rester dans cette authenticité et de me dire, bah, en fait, voilà, si moi j'évolue, que j'ai envie d'emmener ma communauté dans telle ou telle direction, finalement, j'ai pas d'étiquette. C'est Alexia Cornu, c'est moi, et derrière moi, bah, je mets tout ce que j'ai envie d'y mettre et j'emmène les gens avec moi, ceux qui veulent bien, en tout cas, me suivre. Je les emmène dans mon aventure, quoi.
Donc, Alexia Cornu sur Insta, Alexia Cornu sur Oui, Internet pour le site. Internet. Et peut-être qu'un jour, Voilà. on te verra sur d'autres réseaux. Mais pour Mm. l'instant, en novembre 2022, en tout cas, vous la retrouverez là-dessus. Donc, pour toutes les femmes et même pour les mecs hein, qui nous suivent, allez suivre Alexia. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. C'est quali, ça va vous donner pas mal de motivation et tout. Donc, Alexia, merci encore pour ton temps. C'est C'est à toujours toi pour un plaisir l'invitation. de discuter avec toi. Quand est-ce qu'il se lance ton podcast là? Parce qu'on en a discuté la dernière fois, mais Ouais, ouais, écoute, réalistiquement, je pense ça pourrait être un petit cadeau de Noël. propre, propre. Moi, j'espère qu'on pourra le teaser si jamais, si jamais tu mets un petit teasing dessus. Les amis, n'oubliez pas de noter le podcast sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast. Maintenant, il y a un milliard de trucs différents. Normalement, on est sur toutes. Mettez 5 étoiles sur 5 si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0. Il n'y a pas de problème. On accepte la critique, même si Alexia elle trouve que ça montre que les gens sont méchants. on, on accepte la critique, soyez authentique, il n'y a pas de problème. Et inspirez-vous de personnes inspirantes. Merci encore, Alexia, pour ton temps. Et n'hésitez pas à aller suivre tout ce qui est fait. Salut tout le monde.